Pour parler en détail des réactions de la communauté internationale et partager les opinions de nos chers téléspectateurs, nous avons le plaisir d'avoir en ligne avec nous Dr Saïd Zulfouar, analyste politique. Bonsoir Dr Saïd. Bonsoir, mais je vous entends très mal. Vous m'entendez bien comme ça? Un peu plus fort. Dr Saïd, vous avez certainement... Voilà, maintenant c'est bien. C'est bien. Vous avez certainement suivi aujourd'hui les décisions, les déclarations, les réactions des différents pays arabes, également pays européens, après la réunion du Conseil de sécurité qui a été demandée premièrement par l'Égypte et la France de concert ensemble pour trouver une solution ou contrer le terrorisme de l'État islamique. Également, il ne faudra pas oublier que le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, n'avait cessé d'alerter sur la constitution d'une arrière-cour de djihadistes, comme il l'appelle, mais on les appelle des terroristes en Libye, et également que David Cameron avait déjà affirmé que nous étions confrontés tous à un conflit terroriste sur les rives de la Méditerranée. Je voudrais bien vous entendre votre opinion aujourd'hui sur les différentes réactions que vous avez suivies aujourd'hui après la réunion du Conseil de sécurité. Je trouve que ces réactions, elles sont bien sûr tout à fait bienvenues. Elles sont un peu tardives. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on mette la vraie mesure. La situation en Libye est la directe provocation de l'attaque faite par l'OTAN il y a 3 ans pour abattre le régime libyen. Alors, ces gens qui sont en train de massacrer nos propres concitoyens en Libye ont été soit emmenés de Syrie et d'Irak pour faire cette sale besogne, soit ils sont déjà des recrues locales. Mais de toute manière, les pays occidentaux sont entièrement responsables du chaos, du désordre total qui se passe en Libye en ce moment. C'est un peu tard maintenant qu'ils voient le résultat de leurs méfaits en train de se retourner contre eux et contre la stabilité du pays. C'est un peu en retard. L'Égypte, malheureusement, souffre de tout ce qui se passe. Elle a eu une très bonne décision rapide, de réaction rapide à ce crime qui s'est passé il y a 2-3 jours, mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. D'autre part, il ne faut pas s'attendre à ce que les pays occidentaux participent d'une manière sérieuse à abattre ce genre de terrorisme. Regardez ce qu'ils font en Irak et en Syrie. Ils ont créé une coalition, mais il n'y a pas plus de 5 ou 6 frappes aériennes par jour, ce qui ne réduit en rien la puissance de Daesh en Irak et en Syrie. Alors si le même type de coalition va se faire pour la Libye, et on va les attaquer 5 ou 6 fois par jour, ça ne changera rien sur le terrain. Il faudrait qu'il y ait des troupes. Malheureusement, je pense que notre armée est déjà empêtrée dans le Sinaï et ne peut pas avoir des troupes disponibles pour partir en Libye. Mais il faudrait que la Ligue arabe constitue qu'elle se réunisse d'urgence, alors que la prochaine réunion n'est que fin mars. Il faudrait qu'elle se réunisse d'urgence et qu'une décision soit prise entre les pays arabes de créer une force de frappe interarabe et qui, elle, pourrait arriver assez vite. Il ne faut pas compter sur les Occidentaux de faire grand-chose dans cette histoire. Surtout pas l'Italie, qui a une toute petite armée. Oui, et comment vous avez trouvé la réaction des pays voisins de la Libye aujourd'hui? La Tunisie est contre, bien sûr, une intervention militaire, et l'Égypte n'a même pas parlé d'intervention militaire, mais de mesures fermes pour contrer ce terrorisme. Comment vous voyez, pourquoi les autres pays africains sont-ils toujours muets? Et pourquoi n'y a-t-il pas de réunion de la part des pays, au moins des pays voisins de la Libye? Je pense, vous savez, que la situation est que tous ces pays sont empêtrés dans leurs propres problèmes. Les pays occidentaux, leurs armées sont de petites armées professionnelles qui sont éparpillées dans d'autres conflits. Ils auront très peu de troupes disponibles pour mettre sur le terrain. La Tunisie, je ne sais pas la raison pour laquelle elle prend une décision négative par rapport alors qu'elle est un pays avec l'Égypte le plus concerné par ce qui se passe. Je ne connais pas la raison. Je pense que c'est peut-être la position du parti Ennahda, qui est quand même, bon, je ne sais pas s'il est dans le gouvernement tunisien, mais il n'est pas totalement opposé au gouvernement. Et c'est probablement, dans le cas de la Tunisie, l'influence du parti Ennahda, qui quand même est 40% de la population, serait tout à fait contre ce type d'intervention. L'Égypte, je pense que nos troupes ne sont pas disponibles pour c'est pour ça que j'ai demandé que la Ligue arabe se réunisse au plus tôt possible et qu'une force
force de frappe arabe, interarabe soit créée. Là, vous avez les troupes disponibles dans certains pays du Golfe, etc., qui pourraient éventuellement venir mettre de l'ordre en Libye. D'accord. Docteur Saïd, j'ai une question à vous demander aussi, puisque vous suivez très bien la décomposition de la Libye et la rivalité mixte des milices là-bas. Pourquoi surtout la Libye est-il un pays très fertile au terrorisme? Bon, c'est que tous les pays arabes ont été ciblés, si vous voulez. C'est la politique américaine depuis quelques années, depuis 2011, 2001, a été effectivement d'effriter les pays arabes les uns après les autres. Si vous avez, enfin, moi j'ai entendu le général Wesley Clark, l'ancien chef de l'OTAN, de NATO, qui lui-même avait déclaré en 2001, peu de temps après Camp David, après l'attaque des 2 tours à New York, il a rencontré un officier au Pentagone, au ministère de la Guerre américain, qui lui aurait dit que ce n'est pas seulement l'Irak qui va être détruite, mais qu'il y a 7 autres pays arabes et musulmans qui vont dans les années à venir être attaqués. Or, nous avons vu, ce n'est pas seulement l'Irak, c'est la Syrie, c'est le Yémen, c'est le Soudan, c'est la Libye, c'est le Liban. Et vous voyez, c'est un plan qui a été ourdi depuis une quinzaine d'années, plan israélo-américain, de détruire systématiquement les États-nations et n'importe quel État qui a une armée convenable qui puisse tenir tête à Israël. Donc, vous voyez, il ne faut pas être surpris de voir que les Américains maintenant, dans leur arrière-boutique, sont en train de tirer les ficelles. Ils sont assez contents de ce qui se passe, que vous avez le chaos total. Vous n'avez aucune armée maintenant qui puisse faire face à Israël, aucune. Elles sont toutes soit détruites, soit empêtrées, des États en train d'être effrités. La Libye tenait parce que le président Kadhafi avait une main de fer qui tenait les diverses tribus ensemble. Or, depuis que ce régime a été abattu, vous avez le pays divisé en 5 régions, maintenant pas 3. Vous avez 2 gouvernements, 2 parlements et à peu près 3 autres régions autonomes, le Fezzan, le Sud où il y a les Toubous, et la région qui n'ont plus de gouvernement. Donc, à mon avis, c'est un plan qui a été ourdi pour détruire les pays arabes. Et le Soudan a été déjà divisé en 2, et c'est pas terminé avec le Soudan. Vous avez encore le Kordofan et le Darfour. Vous verrez, dans les années qui viennent, ils vont tout faire pour également détruire le Soudan en tant qu'entité politique. Docteur Saïd Zolfouqar, vous êtes analyste politique. Merci infiniment pour vos témoignages et votre conversation avec nous en ligne. De suite, je ne sais pas si notre invité est prêt toujours en ligne avec nous ou pas, mais nous allons passer à plutôt écouter un commentaire qui est plus détaillé sur la détermination de l'Égypte à contrer le terrorisme, non seulement en Libye, mais aussi dans le Sinaï. Talia Karam, notre collègue, nous a préparé un commentaire qui est très intéressant, qui parle des dernières mesures qui ont été prises par les forces armées égyptiennes dans le Sinaï et comment pourra-t-on contrer le terrorisme toujours en Libye avec le feu vert des autorités libyennes sans porter atteinte à la souveraineté de la Libye. De suite, le commentaire et puis on passe à notre invité, Dr Nermine, pour parler en détail des réactions internationales après la réunion du Conseil de sécurité sur le terrorisme en Libye. Dans la péninsule du Sinaï, le Hamas avait trouvé un terrain fertile et développé avec l'aide des Bédouins des filières de contrebande pour amener à Gaza des missiles et des armes venues d'Iran à travers le Soudan. Aujourd'hui est apparue une menace supplémentaire. Des terroristes djihadistes arrivent de Libye pour grossir les grands d'Ansar Bayt al-Maqdis, apportant avec eux missiles et armes provenant des stocks de Kadhafi. Depuis 18 mois, les organisations terroristes ont énormément développé leurs activités au Sinaï. Réunies sous la bannière d'Ansar Bayt al-Maqdis, elles ont fait preuve d'une redoutable efficacité. En octobre dernier, l'attaque d'un poste de l'armée a fait 31 morts. En réaction, l'armée avait décrété un couvre-feu nocturne dans le Sinaï du Nord et créé une zone tampon d'1 kilomètre de profondeur le long de la bande de Gaza. Les résidents de cette zone avaient dû évacuer les maisons, mais ils ont été dédommagés. L'armée a détruit près de 2000 tunnels de contrebande et des centaines de terroristes ont été éliminés ou faits prisonniers. On pouvait avoir l'impression au cours des dernières semaines que le terrorisme s'essoufflait. Pourtant, Ansar Bayt al-Maqdis venait de faire allégeance à l'État islamique et à son chef Abu Bakr al-Baghdadi et s'était autoproclamé circonscription du Sinaï de cet État.
C'est d'ailleurs sous ce nom qu'elle a revendiqué l'attaque du 29 janvier qui a fait 30 morts et des dizaines de blessés parmi les forces de sécurité. Le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé la mise en place d'un commandement militaire unifié chargé exclusivement de la lutte contre le terrorisme dans le Sinaï. Les combats sont dirigés par le général Osama Askar, ancien commandant de la 3e armée égyptienne. Ils sont ciblés et menés avec force par les troupes mécanisées au sol, des unités de commando spécialisées dans la lutte antiterroriste et à l'aide d'hélicoptères Apache. Les raids se concentrent dans le nord de la péninsule, à proximité de la ville d'El Arij, dans une zone de 20 km de long et 50 km de large. Le président reconnaît cependant que la lutte contre les réseaux terroristes sera longue et difficile, estimant que de nouvelles attaques auront lieu. Dans une allocution retransmise à la télévision, Sisi a précisé « Nous n'abandonnerons le Sinaï à personne. Le Sinaï restera aux Égyptiens et nous mourrons pour le défendre. » Sisi a de nouveau accusé la confrérie des frères musulmans d'être derrière les attentats, estimant que son pays affrontait la plus puissante organisation secrète du monde. Jusqu'à ce jour, l'armée égyptienne a mené des incursions dans 5 villages. Elle a arrêté des dizaines de terroristes et saisi du matériel de communication ainsi qu'une grande quantité d'uniformes militaires appartenant à Hamas. Une preuve supplémentaire de l'étroite coopération entre l'aile militaire du Hamas, Azz el-Din al-Qassem, et les réseaux terroristes installés dans le Sinaï. Dans le cadre des opérations de ratissage, l'armée égyptienne a également découvert des tunnels de contrebande conduisant vers la bande de Gaza. Soulignant que certaines tribus bédouines installées dans le Sinaï ont décidé de collaborer avec l'armée égyptienne et ses services du renseignement. Parmi les terroristes de Daesh, arrêtés figurent des mercenaires venus d'anciennes républiques musulmanes de l'ex-Union soviétique, notamment de Tchétchénie. Rappelant que l'aile militaire du Hamas a été considérée hors-la-loi par un tribunal égyptien pour ses activités terroristes. Des mesures d'urgence sont donc nécessaires pour permettre à l'Égypte d'éliminer une menace terroriste encore aggravée par l'apparition d'un poste avancé de l'État islamique au Sinaï et le flux de terroristes venus d'autres zones. Il est donc regrettable de constater que l'Amérique, alliée de longue date, qui prend ouvertement parti pour les frères, tarde à rétablir sa coopération militaire en dépit des accords conclus avec l'Égypte à la suite du traité de paix entre ce pays et Israël. Mais il paraît enfin que l'Occident et surtout l'Amérique commencent à comprendre que la prolongation d'un conflit sanglant au Sinaï ne peut qu'avoir un effet déstabilisateur sur tous les pays de la région, menaçant non seulement Israël et l'Europe, qui a déjà subi de plein fouet les effets de cette tension, mais encore les États-Unis.